L'observateur de Radio Sputnik, Igor Yazon, vous invite aujourd'hui à écouter son sujet intitulé « La France-Afrique hier et aujourd'hui », ainsi que la période des événements en Afrique, les échos de la semaine sur Radio Sputnik. Il convient de rappeler, en prévision de la journée mondiale de l'Afrique, célébrée sur décision de l'ONU le 25 mai dans le monde entier, à nos auditeurs, en premier lieu africains, le passé colonial du continent, de décrire les réalités actuelles et d'envisager les espérances. La France avait elle aussi son empire colonial en Afrique. Le géopolitologue belge Luc Michel, administrateur général de l'ONG Observation eurasienne pour la démocratie et les élections, animateur d'EO TV et Afrique Média, notre ami et interlocuteur de longue date, commente ce sujet dans une interview accordée par téléphone depuis Bruxelles à notre observateur Igor Yazon. Au départ, il y a le partage de l'Afrique entre puissances coloniales au XIXe siècle. Donc le choc de deux grands impérialismes qui sont les Français et les Britanniques. Il y a le grand Congo qui va être l'empire privé de Léopold II de Belgique, puis le Congo belge. Lorsque arrive la Seconde Guerre mondiale, il y a la volonté de Roosevelt de liquider les empires coloniaux européens, non pas par amour de l'Afrique ou des Africains, mais parce que les Américains veulent s'emparer économiquement des anciennes colonies européennes. Dans les années 1950, la France anticipe ce mouvement de déconnotation qu'on voit arriver de partout, et donc les services secrets français, qui vont devenir bientôt le SDEC, lancent une série d'actions de façon à conserver le contrôle de l'empire colonial français. Lorsque le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1958, il hérite de tout cela. Il a la chance d'avoir à la tête d'une partie de ces opérations des services secrets français Jacques Foccart. C'est un homme qui est issu des services secrets de la résistance gaulliste et donc qui va être chargé de maintenir ce qu'on appelait alors le précaré français dans l'influence de Paris. Quelle est la mission de Foccart? Elle est très simple. C'est conserver l'influence de Paris, politique, géopolitique, économique, sur les anciennes colonies françaises. Comment va-t-il s'y prendre? Il va s'y prendre par une action politique ouverte via la diplomatie, les services secrets français qui vont devenir le SDEC et via donc la politique internationale du général de Gaulle. Ils vont intervenir dans un contexte politique qui est caractérisé par la guerre froide et l'anticommunisme. C'est-à-dire qu'ils vont aider à mettre en place un certain nombre de régimes en Afrique, dans toutes les anciennes colonies françaises, qui sont avec des hommes choisis par Paris pour leur fidélité à la France, donc des Africains, mais aussi par leur anticommunisme. Par exemple, l'abbé Fulbert Youlou au Congo-Brazzaville, ou Tombalbaye au Tchad, et déjà il y a une grande figure africaine qui apparaît dès avant la décolonisation, c'est Houphouët Boigny. Que va faire Foccart? Il va donc créer une véritable toile d'araignée sur l'Afrique avec des opérations légales, des opérations illégales. Officiellement, il est en charge d'un poste à l'Élysée qui s'appelle le secrétariat général à la communauté française. C'est comme ça qu'on appelait l'ensemble colonial français avant 1960. Et à partir de 1960-61, c'est le secrétariat à la politique africaine et malgache de la France. Et il a un immense pouvoir officieux. On disait de Foccart qu'il était le deuxième Premier ministre, et certains disaient même que c'était le personnage le plus important de France après de Gaulle. Son pouvoir va durer longtemps, puisque après le général de Gaulle, il est maintenu dans ses fonctions par Georges Pompidou. Quand Pompidou meurt, officiellement Foccart est écarté, le secrétariat donc aux affaires africaines et malgaches est maintenu
maintenu avec son adjoint qui s'appelle Claude Journiac et qui travaille pendant les 7 ans de la présidence de Giscard d'Estaing. Lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, il conserve l'institution, mais il met à sa tête un de ses fils, Frédéric Mitterrand, qu'on avait surnommé en Afrique Papa Madi, parce que tout le temps il disait au chef d'État africain mon papa François Mitterrand m'a dit. Il faudra attendre les années Sarkozy et Hollande pour qu'on commence à voir la fin de cet empire occulte. La France-Afrique qui va se créer, c'est en fait un empire néocolonial qui vise à instaurer en Afrique des chefs d'État dévoués à Paris, mais il y a une autre action, c'est que la France confie cette France-Afrique et l'action politique et clandestine aux multinationales françaises. La plus grande, au début des années 60, c'est Elf, c'est le grand groupe pétrolier, qui travaille la main dans la main avec Foccart, et à un moment donné, après 1974, lorsque Foccart quitte officiellement la politique, une grande partie de ces réseaux vont se reconstituer avec l'aide d'Elf, et la multinationale française Elf crée même un service de renseignement politique privé. La France-Afrique va se maintenir avec d'autres multinationales comme Total, comme Areva dans le domaine de l'uranium, comme le grand groupe de logistique, groupe Bolloré, et avec une véritable, comment pourrais-je appeler, une chape de contrôle qui est financière et monétaire. C'est ce qu'on appelle le franc CFA, que les Africains qui y sont opposés appellent le franc des colonies françaises d'Afrique. Qu'est-ce que c'est? C'est le contrôle de la monnaie des anciennes colonies françaises d'Afrique et est indexé sur le franc français, qui est contrôlé par la Banque centrale de Paris, dont les revenus de chaque État sont contrôlés à Paris dans un compte qu'on appelle le compte spécial des opérations. La part d'argent gagnée par les États africains qui leur sont réellement remis. Lorsque la France, avec Sarkozy, rentre dans l'organisation de l'OTAN et se satellise aux États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis en France dit que Sarkozy, c'est le président français le plus pro-américain de l'histoire. La France-Afrique continue à exister économiquement, mais au niveau politique, elle fait la politique des Américains. Ça continue avec François Hollande, et on a maintenant quelque chose d'assez curieux, c'est-à-dire que l'empreinte de la France-Afrique continue, financièrement avec le franc CFA, économiquement avec les grandes entreprises françaises, mais militairement et politiquement, l'armée française, avec ses bases militaires, elles sont nombreuses en Afrique, avec ses expéditions militaires, elles sont placées sous le commandement de l'OTAN et de l'AFRICOM. Les généraux français sont des généraux de l'OTAN, et donc l'Afrique, maintenant, qui est visée par une recolonisation américaine, voit la France agir contre ses propres intérêts politiques. Le but des Américains, c'est d'affaiblir la France-Afrique, et notamment en introduisant dans l'ancien précaré français Berlin, qui est une nouvelle politique africaine. Tout ça, Igor, se passe sur fond, au début et durant toutes les années 60, d'une grande bataille, d'un grand jeu géopolitique. Et dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi les pays africains devenus indépendants et qui entrent dans la zone d'influence de la France, il est toujours en retard si on veut le pays anglophone, ancien colonie anglophone. Pourquoi? Justement parce qu'il y a la France-Afrique, qui est une institution qui n'existe pas du côté britannique. Les Britanniques, la décolonisation ne se passe pas de la même façon, et s'ils gardent des liens privilégiés avec un certain nombre de pays, au départ à travers le Commonwealth, ils n'ont pas le génie maléfique du général de Gaulle et de Foccart qui crée cette France-Afrique. Lorsque la décolonisation intervient, Afrique coloniale française, elle est disputée. Il y a, comme je le disais, un grand jeu géopolitique. Il y a, en fait, c'est la guerre froide, et il y a un grand jeu qui se passe entre la France, les Américains et tout le camp progressiste, c'est-à-dire l'Union soviétique, la Chine qui intervient, Cuba à partir de 1962, et un certain nombre de pays comme le Ghana de Kwame Nkrumah, comme l'Égypte de Nasser, qui vont se regrouper
regroupés à partir de 1967 dans une organisation internationale qu'on appelle la Tricontinentale et qui a été lancée par Castro. Le but de ce grand jeu, c'est quoi? C'est d'empêcher que l'ancienne Afrique française ne passe dans le camp soviétique et c'est d'empêcher pour Paris que les Américains en prennent le contrôle. La France participe également à des tentatives d'éclatement de plusieurs pays, le Katanga du Congo ex-belge, la sécession du Biafra du Nigeria, qui est un pays pourtant anglophone, parce que Focard vise pour des raisons géopolitiques des pays qui n'ont pas été des colonies françaises, comme le Nigeria, comme le Ghana ou comme le Congo ex-belge. Tout ça se passe sous un fond de ce que l'auteur Jean-Pierre Bapt du livre appelle un grand jeu africain. Le livre, il se lit comme un roman d'espionnage, mais c'est l'histoire. Paris utilise aussi des mercenaires, dont le fameux Bob Denard. À la fin des années 60, c'est la fin du grand jeu. Paris a perdu au Congo. Le Congo-Brazzaville est devenu une république populaire, et au Congo, qui va devenir ex-belge, qui va devenir le Zaïre, c'est Mobutu qui s'empare du pouvoir pour 30 ans, et Mobutu, c'est l'homme de la CIA américaine, c'est les Américains qui gagnent le grand jeu. La France, à la fin des années 68-70, se réconcilie avec Mobutu d'ailleurs, et c'est comme ça que la France de Giscard d'Estaing va intervenir lors de la révolte de Kolwezi en 1980. Tout ça, évidemment, n'est pas très reluisant pour la France, puisque on est dans la manipulation politique, les opérations clandestines, la manipulation des hommes politiques. Dans le grand jeu interviennent évidemment d'autres puissances, l'Afrique du Sud et les Portugais, évidemment, qui sont en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, et qui essayent de maintenir leur empire jusqu'en 1972. La caractéristique de tout ça, c'est que Paris a réussi, en tout cas économiquement, jusqu'en 2015, financièrement avec le franc CFA, avec une grande influence sur un certain nombre de chefs d'État africains, a réussi à maintenir son influence sur le fameux précaré français. Vous savez, Igor, que depuis un an, l'administration d'Obama veut changer le régime de 14 pays africains. La plupart, ce sont des anciennes colonies françaises. Pour y parvenir, ils tentent des révolutions de couleur. Les révolutions de couleur, elles s'exercent contre précisément des politiciens au service de Paris et de la France-Afrique. On voit donc la France-Afrique secouée par une vague de changement de régime pro-américain et fragilisée par le fait que la diplomatie et la politique américaine maintenant se fait dans l'orbite de Washington. Luc, ce que je voudrais te demander aussi, je me souviens, à l'année 60, il y avait des livres, l'Afrique mal partie. Maintenant, elle est passée presque 60 ans, et l'Afrique est toujours outsider de le système économique mondial. Est-ce que l'Afrique a des perspectives utilisant ses ressources énormes pour égaliser avec les pays développés? Écoute, on va parler franchement, Igor. Vous savez que moi, j'ai une grande action politique en Afrique dans ce qu'on appelle le panafricanisme. Il y a quelqu'un qui a dit à propos de certains pays africains, comme la République démocratique du Congo, que c'était un scandale géologique. Moi, je dis que l'Afrique est un scandale géopolitique mondial. C'est-à-dire qu'on a un continent extrêmement riche, dans lequel on voit la plus extrême pauvreté. Pourquoi? Parce que l'Afrique est pillée par le néocolonialisme. Le néocolonialisme, il est le propre de toutes les grandes puissances occidentales, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France évidemment. On voit aussi d'anciennes petites puissances coloniales, comme la Belgique, comme Madrid, qui intervient constamment contre la Guinée équatoriale, etc. Ces gens, en liaison avec les multinationales occidentales, ont mis l'Afrique au pillage, ont empêché son développement économique, et pire encore, ont créé 60 ans d'instabilité politique en faisant éclater des États, etc. Les seuls qui se sont élevés contre ça, ce sont ceux qu'on appelle les panafricanistes. Le panafricanisme, il n'est pas propre à des Noirs, il est propre à des Africains et à des amis de l'Afrique. Arrive
une deuxième génération de panafricanistes à partir des années 90, dont la figure de proue, c'est Kadhafi. Une nouvelle fois, les Occidentaux interviennent. Ils vont détruire la Jamaïria de Kadhafi. Quand ils vont détruire la Libye de Kadhafi, c'est pas pour le pétrole, comme on l'a dit. Ils interviennent pour empêcher un mouvement d'unification panafricaine d'une Afrique indépendante. Il y a maintenant une troisième génération de panafricanistes dont le guide spirituel et politique est le président de Guinée équatoriale qui s'appelle Obiang Demba Basogo. Il y a un deuxième chef d'État qui est rallié à ce panafricanisme, c'est Idriss Déby Itno au Tchad. Ce sont des chefs d'État qui sont devenus panafricanistes par pragmatisme, parce qu'ils veulent faire sortir l'Afrique du sous-développement. Ils veulent que les richesses de l'Afrique profitent à l'Afrique. Et alors, derrière eux, il y a toute une génération de militants politiques, d'intellectuels dont je fais partie, et qui veulent que le panafricanisme, qui est la seule alternative pour l'Afrique, donne sa liberté au continent. C'est la raison pour laquelle nous avons fait du combat contre la France-Afrique, ou ce qu'il en reste, un grand symbole, parce que la France-Afrique a été la matrice de la recolonisation ou de la fausse décolonisation de l'Afrique. Et vous savez que le général de Gaulle a été un grand homme dans la politique européenne. C'est l'homme qui a tendu la main à Moscou, qui est sorti avec la France de la domination de l'OTAN pendant 50 ans. Là, de Gaulle est un grand homme progressiste. Mais en Afrique, de Gaulle a été un néocolonialiste et sa mémoire en fait une figure très noire. La France a voulu oublier tout ça. La puissance française n'a pu exister qu'avec ce néocolonialisme de la France-Afrique. Il y a afro-pessimiste, il y a afro-optimiste. Tu es de quel côté? Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis un afro-actif. Je pense qu'il faut agir. Il faut agir même si on n'a pas des perspectives de victoire. C'est l'action qui crée la liberté de l'Afrique. Il faut quand même constater, c'est que l'Afrique, c'est un grand continent. Ce sont de grands peuples et ils méritent la justice. Moi, je demande la justice pour l'Afrique et les Africains. Je demande qu'ils soient traités comme les autres peuples du monde. Et j'ajoute, ça va intéresser évidemment, puisque votre Radio Sputnik, l'ancienne radio Moscou est russe, je vois la libération de l'Afrique en liaison avec l'action actuelle du président Poutine et de Moscou pour un monde multipolaire, et je crois à un axe Russie-Afrique. C'était Luc Michel avec une interview recueillie par notre observateur Igor Yazon.